Donc, on se rappelle que la descente de gradient, la version la plus simple, c'est la suivante. Donc, on a des paramètres de notre modèle qui, de façon itérative, vont être mis à jour jusqu'à ce que, on l'espère, on converge vers un endroit où la perte ici est minimale. Donc, on fait ça comment? En calculant en chaque point le gradient de la perte et on fait un pas dans la direction du gradient qui est minimal. C'est pour ça qu'il y a un moins ici. C'est la descente de gradient, donc une descente de gradient. Donc on va dans la direction du gradient minimal. Et ça ici, c'est ce qu'on va souvent appeler le pas d'optimisation ou en anglais le step size par exemple, ou le learning rate encore en anglais. Bon, comment ça donc quels sont les problèmes associés à la descente de gradient? Bon, déjà une observation, lorsqu'on a une fonction de coût qui ressemble à celle-ci, une fonction de perte qui ressemble à celle-ci, où au départ on a une valeur qui est très élevée et ensuite ça décroît pour peut-être par exemple éventuellement remonter et en se disant que le minimum doit être en quelque part ici. Ben en fait, au début, on a un gros gradient, donc on va faire des gros sauts, et au fur et à mesure que le gradient décroît, ben la pente va décroître, et donc les sauts vont être de plus en plus petits. Donc la pente va devenir plus faible, la progression va être plus lente, et donc c'est ça à quoi on devrait s'attendre. Et si tous les problèmes étaient comme ça, en fait, il n'y aurait pas vraiment de problème avec la descente de gradient. Par contre, il y a des configurations un peu pathologiques. Par exemple, la question du point de sel. Donc, les fonctions de coût qu'on minimise, surtout lorsqu'il y a un très grand nombre de neurones dans un réseau de neurones. N'oubliez pas, plus vous avez de neurones, plus vous avez de paramètres. Et W, c'est l'ensemble de tous les paramètres. Ici, pour illustrer, on a juste une dimension. C'est comme s'il y avait juste un paramètre. Mais s'il y avait un réseau de neurones avec 1 million de paramètres dedans, ce qui est très usuel, ben ça serait une fonction avec 1 million de dimensions. Et à 1 million de dimensions, il a été démontré qu'une configuration comme celle-ci est très, très fréquente. C'est-à-dire qu'un point de sel, c'est un endroit où on a un gradient qui est très fort, qui devient ensuite quasiment nul, mais un peu plus tard redevient prononcé. Donc là, le problème de la descente de gradient traditionnelle, c'est que elle avance assez rapidement ici, mais au fur et à mesure que le gradient devient petit, ben les sauts vont décroître et décroître et décroître au point où, éventuellement, l'algorithme pourrait s'arrêter ici et ne plus être capable de redémarrer. Donc ça, c'est un problème. Ou encore, l'algorithme va continuer à avancer, mais à une vitesse tellement lente que, ici, à une vitesse tellement lente qu'il faudrait attendre des semaines avant qu'il arrive à retrouver sa cadence. Donc, un autre cas de figure un peu problématique, ça c'est si, encore là, ça c'est pour illustrer c'est comme si j'avais deux paramètres dans mon réseau, là. Donc ça serait le paramètre, par exemple, W1, ça serait le paramètre W2, et ça serait les courbes de niveau de la fonction d'énergie. Donc on voit qu'il y a, dans une direction ici, si je prends le point de départ, dans une direction, il y a un gradient qui est très fort. Donc, par exemple, la direction des W2, il y a un gradient qui est très fort. Par contre, de l'autre côté, le gradient est très faible. Donc, quand je regarde un petit gradient vers la droite, un gros gradient vers le haut, ben ça donne un saut qui est comme celui-ci. Et là, on arrive de l'autre côté, on a comme un peu, on était un peu trop loin, donc la descente de gradient va nous ramener dans l'autre direction, et ensuite dans l'autre direction, et va osciller comme ça jusqu'à converger vers un minimum global. En fait, pour illustrer ça, il y a un excellent site web que je vous conseille d'aller visiter. C'est celui-ci. DistillPub, c'est un site web d'articles scientifiques, mais d'articles scientifiques illustrés où on peut jouer avec différents paramètres. Et il y a un article qui a été dédié à la descente de gradient. Bon, la méthode momentum qu'on va voir dans quelques minutes. Mais en mettant le momentum à 0, on se retrouve à avoir une descente de gradient normale. Et ce qu'on voit ici, puis de façon interactive, on peut jouer avec le step size, qui dans notre cas à nous, eux ils l'ont appelé alpha, mais nous c'est eta, là, le step size. Ben là, on voit ici que si le step size est trop petit, ben on part dans cette direction-là, et là, on va avancer comme ça très lentement. Et ensuite, on va arriver ici, et là, on va partir dans l'autre direction où le gradient, parce que ici, dans cette direction-là, le gradient est très faible, et dans cette direction aussi, le gradient est très, très fort.
Donc, on est parti ici, on a suivi le gradient qui était le plus fort jusqu'à ce qu'on tombe dans une espèce de petit minimum. Et là, on part dans l'autre direction. Et au bout de 50 itérations, on arrive à cet endroit-là qui est très loin de l'optimum. L'optimum est ici. Donc, si on veut aller plus vite, ben la chose intuitive à faire, c'est d'augmenter le step size. Si on augmente le step size, ben là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive qu'on va commencer à osciller comme ça ici. Donc, il y a des oscillations pour éventuellement converger en un point, et là, c'est la direction du gradient la plus faible qui l'emporte. Donc là, on est rendu, notre solution est plus proche de l'optimum, mais on n'est pas encore rendu à l'optimum. Donc ça, c'est un peu un problème. Un autre problème que j'ai pas illustré ici, c'est le fait que, si je reviens en arrière, un autre problème avec la descente de gradient classique, c'est les minima locaux. Donc imaginez que vous avez un cas de figure comme ça ici. Donc, par exemple, comme ça ici. Donc ça, c'est une fonction de coût, et vous partez d'un point, mais là, la descente de gradient va vous amener ici, puis ensuite ici, puis ensuite ici, et là, et là, et là, et là, ensuite va changer de direction et dans l'autre direction pour éventuellement converger à cet endroit-là, qui est un minimum local. Nous, ce qu'on veut, c'est un minimum global. Donc, c'est très difficile d'arriver avec des algorithmes, sauf dans des cas assez simples de régression linéaire avec une loss L2. Mais en général, c'est assez difficile de démontrer que notre algorithme converge à tout coup vers le minimum global. Par contre, on peut avoir des algorithmes qui sont un petit peu plus robustes aux minimums locaux. Et c'est le cas de l'algorithme que je vais vous présenter, qui est l'algorithme du momentum. Donc, l'algorithme du momentum est le suivant. Donc, ici à gauche, on a la descente de gradient classique. À droite, on a le momentum. Donc, la ligne qui est ici, donc on a nos paramètres à l'itération P plus 1, c'est égal aux paramètres à l'itération précédente, moins un taux d'apprentissage. Donc, tout ça, c'est exactement comme la descente de gradient classique, plus une valeur qui est V. Alors, V, c'est quoi? Ben, V, T plus 1, c'est la valeur de V qui était à l'itération précédente fois ρ. Donc, ρ, c'est une valeur qui est généralement entre 0 et 1, mais en général, le ρ, c'est quelque chose comme 0.9 environ, plus le gradient. Donc ça fait quoi? En fait, cette configuration-là provient de ce qu'on a de l'équation de la vitesse, accélération, là. Vitesse, position, accélération. On va démontrer ça en classe ou en devoir ou en exercice, mais donc je referai pas la démonstration ici. C'est pas une grosse démonstration, mais je le ferai pas ici. Mais l'idée, c'est que le gradient ici, au fur et à mesure que l'optimisation avance, le gradient va se cumuler dans la variable V, et donc la variable V va voir sa valeur augmenter au fur et à mesure de l'optimisation. Et au fur et à mesure que l'optimisation avance, ben on va pouvoir faire, même si le taux d'apprentissage état est constant, on pourra faire de plus en plus de grands sauts. Donc ça permet de faire quoi? Ben, dans un cas comme celui-ci, ça permet de, quand on est rendu à des endroits où le gradient est très faible, d'accélérer. Donc ça, c'est bien. Et ça permet d'éviter les minimums locaux. Alors, on va prendre un cas de figure comme celui-ci. On va prendre une illustration chiffrée. Donc, imaginons qu'on commence ici à l'itération. Donc, ça, c'est mon paramètre. Donc, OK, qu'est-ce qu'on a? On a l'axe des X ici, c'est l'axe des paramètres. On a l'axe des Y qui est la perte. La fonction de perte a un minimum qui est en quelque part ici, le minimum global. La perte ici a une pente qui est très faible. Ensuite, il y a une espèce de minimum local qui est ici. La perte réaugmente pour redescendre. Et ensuite, ici, on a une progression très, très, très lente vers le minimum global. Et éventuellement, la perte réaugmente de l'autre côté. Donc là, imaginons qu'on commence à l'itération t égale à 0 ici. Donc ça serait W. Ça serait donc ici W à l'itération 0, qui serait ici. Donc la perte à l'itération 0 est ici.
Et admettons que pour les fins de la discussion, on va prendre ρ ici qui est à 0.9. Encore là, pour les fins de la discussion, on va supposer que dans cette zone-là ici, le gradient est égal à 1. Okay? Donc, en gros, de là à là. Même pour faire plus simple, on va dire de là à là, le gradient est égal à 1. De là à là ici, on va dire que le gradient de E, c'est égal à moins 2, mettons. Donc, c'est négatif. Ici, de là à là, on a un gradient qui serait, mettons, de E qui serait égal à plus 2. Et ici, mettons, pour les fins de la discussion, là, le gradient de E est à peu près égal à 0. Alors, qu'est-ce qui arrive ici avec du momentum? Donc, on va prendre un exemple chiffré avec les équations qu'on a ici en haut à droite. On va initialiser V de t à 0. Excusez-moi. On va initialiser, on va dire un V de 0, c'est égal à 0. Okay? Donc, quand je suis ici, V de 0, donc 0 fois, donc V de t plus 1, on est où? Bon, ben c'est quand ça va faire 0 fois 1 fois 0 fois 0.9, ça fait 0, plus le gradient ici. Le gradient ici, on va dire que c'est 1. Donc, ça va nous donner 1 plus 0.9 fois 0. Donc, V à t égale à 1. Donc, ça serait égal à 1. Donc, on va mettre 1 ici. Oups, pardon. On va mettre 1 ici. Et si ça, c'est égal à 1, on va faire un saut de eta fois 1. Donc, on va prendre ça ici, puis on va faire un saut de, mettons, quelque chose qui ressemble à ça ici, qui serait un saut de 1 dans cette direction-là. Ensuite, à t égale à 1, je regarde c'est quoi le gradient. Donc, le gradient, c'est 1. Donc, si le gradient, c'est 1, l'équation que voici me dit qu'à t, v de t à t égale à 2, c'est 0.9, donc ρ fois 1, 0.9 fois 1. Donc ici, c'est 0.9 fois la valeur qu'on avait en haut, 1, plus 1. Donc, c'est égal à 1.9. Donc, ça veut dire que la deuxième mise à jour va être eta fois 1.9. Donc, le saut que je vais faire va être 2 fois plus grand que le saut précédent. Donc, on voit que grâce au momentum, la mise à jour que je fais, ça s'accélère. Ensuite, j'ai un gradient de 1 encore. Alors là, j'aurai 0.9 fois 1.9 plus 1, ce qui donne environ 2.8. Donc là, je pourrais faire un saut encore plus grand. Ça ici. Le gradient est encore 1. Fait que là, on aurait 0.9 fois 2.8 plus 1. Donc, ça donne à peu près 3.7. Donc là, 3.7, ça nous amène, mettons, à quelque part comme ici. Donc, rendu ici, le gradient, c'est moins 2. Fait que si c'était une descente de gradient classique, on partirait dans l'autre direction. Mais là, un instant, momentum se calcule comme suit. 0.9 fois 3.7 moins 2. Ce qui donne environ 1.5. Donc 1.5, c'est un saut qui va m'amener environ jusqu'à ici. Donc j'ai réussi à passer par-dessus le minimum local. Ça m'amène ici. Donc le gradient, c'est à peu près égal à 0. Donc 1.5, ça me donne ici 0.9 fois 1.5 moins 0, ou plutôt plus 0. C'est égal à environ 1.3. 1.3, c'est un saut que je vais faire comme ça ici. Le gradient est encore à peu près égal à 0, donc 0.9 fois 1.3 plus 0, ça fait à peu près 1.1. Ça me permet de faire un saut comme ça ici. Et là, je peux continuer comme ça ici. 0.9 fois 1.1 plus 0, ça fait 1. Donc, je fais un autre saut comme ça ici. Et je vais continuer au fur et à mesure que je vais avancer.
les gradients vont décroître pour éventuellement converger en un point comme ça ici. Okay? Parce que quand, ici, on a des gradients qui sont systématiquement toujours égaux à 0, ben V va éventuellement tendre vers 0. Si V tend vers 0, ben les poids vont arrêter, les paramètres de mon modèle vont arrêter d'être mis à jour. Donc, on a vu comme ça ici que momentum, lorsqu'on a une pente qui est très faible, mais non nulle, momentum permet d'accélérer la cadence. Lorsqu'on tombe dans un minimum local, si le minimum local il est relativement local, justement, on peut, avec momentum, il n'y a aucune garantie, mais on peut quand même, on l'espère, sauter, ou enfin sortir du minimum local. Et ensuite, lorsqu'on arrive dans une zone où le gradient il est à peu près 0, donc proche du minimum global, donc une grande section qui est à peu près nulle, ben je vais éventuellement converger comme ça ici parce que le gradient sur une grande région est égal à 0. Donc toujours sur le site DistillPub, l'article sur le momentum, on peut jouer comme ça ici avec des paramètres donc alpha c'est le learning rate, ce qu'ils appellent eux bêta, nous c'est dans notre cas nous c'est rho là. Donc ici j'ai pris 4 cas de figure où rho est égal à 0. Donc si rho est égal à 0, on a une descente de gradient classique. Donc eta. Puis là j'ai augmenté eta. Donc là ici les sauts sont tout petits et je me rends pas tellement loin. Je suis encore loin de mon optimum. En augmentant ici, eta devient plus grand ici. Donc on est rendu à un eta de 0.029. Là on se met à osciller pour éventuellement arriver à une solution qui est un peu meilleure. Si on l'augmente encore, on oscille de façon encore plus importante. Et lorsqu'on donne un step size qui est trop grand, ben là, on sent que l'algorithme commence à vouloir diverger. Bon, la solution obtenue est quand même pas mal. On n'est pas trop loin de l'optimal. Par contre, si j'avais pris une valeur de step size qui était un petit peu plus grande, ben là, ça aurait complètement divergé. Donc, voici ce qu'on obtient avec du momentum. Donc là, ici, il n'y a aucun momentum. Ça me donne la solution qui est aussi ici. Là, j'ai commencé à augmenter le momentum. Donc, la valeur ρ, j'ai commencé à l'augmenter. Donc, la valeur ρ ici, j'ai commencé à l'augmenter. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça oscille comme ça ici, mais on arrive à se rendre un petit peu plus loin. En prenant une valeur de momentum encore plus grande, on voit qu'on réduit les oscillations du début et on arrive encore à s'approcher de l'optimum. Et quand on prend un momentum qui est une valeur de momentum qui est vraiment la meilleure, ben on arrive ni plus ni moins, toujours dans le même nombre d'itérations, à converger à peu près sur le minimum global. Un autre algorithme assez connu, qui est souvent présenté pour des raisons académiques, parce que à ma connaissance, il n'est plus vraiment utilisé, c'est Adagrad. Donc, Adagrad pour Adaptive Gradient. Le but, c'est de faire décroître automatiquement eta. Donc, le but, c'est de commencer avec un eta qui est très élevé au début. Donc, à la première itération, le eta est très grand. Et au fur et à mesure que l'algorithme progresse, le eta va décroître. Mais le eta va décroître de façon proportionnelle au gradient qui est observé. C'est-à-dire que si au début, on a une fonction de coût qui est comme ça, qui a un gradient qui est très faible, pour éventuellement avoir un gradient qui est très fort et éventuellement converger vers un minimum global comme ça ici, ben au début, on veut pas que le eta décroisse, on veut qu'il reste élevé, mais lorsque on arrive ici, là on va vouloir que le eta se mette à décroître parce que lorsqu'on voit un gradient qui est très fort, c'est selon Adagrad l'indication qu'on arrive proche du minimum global. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'équation? Ben déjà, le gradient au temps t est mis dans une variable qu'on va appeler DE. Et là, on va prendre la norme du gradient. Le gradient, c'est un vecteur, hein, on s'en rappelle. Donc, le gradient ici, c'est un vecteur, gradient de E. Donc, on va prendre la longueur de ce vecteur-là ici, la longueur ici. Et donc, cette longueur-là, je vais l'accumuler au fur et à mesure des itérations dans une variable qui s'appelle m. Donc, m est strictement croissante. Au début, m égale à 0. Donc, on a eta divisé par une petite valeur, juste pour éviter qu'on ait une division par 0. Mais au fur et à mesure qu'on va avoir des gradients qui sont élevés, ça ici, ça va
augmenter, augmenter, augmenter. Au fur et à mesure que ça va augmenter, ben, le dénominateur va devenir de plus en plus gros par rapport au numérateur. Et éventuellement, le eta, donc ce coefficient-là ici, va éventuellement tendre vers 0 au fur et à mesure que eta, plutôt que t, tend vers une valeur élevée. Donc, le problème avec Adagrad, c'est que souvent, ça fait mourir le gradient trop vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint le minimum global, que la valeur ici, le coefficient, tend vers 0 et il n'y a plus rien qui se passe et notre réseau de neurones n'arrive plus à s'entraîner. Donc, il y a une solution qui a été proposée par la suite, une solution qui a été proposée par Jeff Hinton de Toronto, qui est une amélioration d'Adagrad. Et l'amélioration d'Adagrad est vraiment toute simple. En fait, on commence ici avec la même ligne. Donc, on prend le gradient, on met ça dans une variable DE. La mise à jour est la même aussi. Donc, on a un gradient qui se met à jour. La seule différence, c'est la façon de calculer M ici. Donc, au lieu de juste prendre M plus le gradient, donc avoir une fonction M de T plus 1 qui est monotone croissante et systématiquement croissante, ben là on a une équation comme ça ici où gamma c'est typiquement une valeur qui est on va souvent dire proche de 0.9 environ. Donc c'est entre 0.5 et 1, mais plus proche de 1. Donc qu'est-ce qui arrive ici? Si on a un gradient qui est 0, ben si ça c'est 0, à chaque itération, m va décroître. Et au fur et à mesure que m va décroître, ben là, on va avoir un dénominateur qui est très petit. Donc, eta divisé par un dénominateur très petit, ça va faire en sorte que le taux d'apprentissage va augmenter. Par contre, si j'ai un gradient qui est très, très fort, ben au fur et à mesure qu'on observe des gradients forts, ben là, m va augmenter et donc le taux d'apprentissage va décroître. Donc, au fond, le taux d'apprentissage eta va décroître quand le gradient est élevé et va augmenter quand le gradient est faible. RMSprop a toutes sortes de bonnes propriétés. C'est très difficile de dire qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est Momentum qui est meilleur que RMSprop? Souvent, c'est propre à un problème donné et de la forme de la fonction à minimiser. Mais souvent, RMSprop arrive à bien tirer son épingle du jeu. Probablement la méthode qui aujourd'hui fait le plus consensus, qui est la plus massivement utilisée. C'est un article, ça a été publié dans les années 2013-14 environ. C'est la méthode Adam, qui est un combo finalement entre le momentum et RMSprop. Donc, on commence ici en calculant le gradient, en mettant ça dans une variable. Ensuite, on a une ligne qui ressemble beaucoup au momentum. La seule différence, bon, ici, il y avait la variable ρ, qu'on a remplacée par la variable alpha, et ici, on a mis 1 moins alpha. Bon, pour être cohérent avec ce qui s'en vient, on aurait pu, je pense, à la limite, laisser la variable 1 pour avoir exactement comme un momentum. Ça aurait probablement été équivalent, mais bon, c'est ce qu'on a ici. Donc alpha, ce qui ressemble beaucoup à du momentum. Et ensuite, on a une autre ligne. Et oui, et au momentum, vous voyez que le momentum, c'est V de t qui sert à mettre à jour W. Mais on a ici V de t fois eta. Donc V de t fois eta. V de t fois eta. Voilà. V de t fois eta, qui est utilisé pour mettre à jour V. Par contre, on a ici une ligne qui est exactement la même ligne que Adam. Et comme vous voyez dans excusez-moi, RMSprop. Et dans RMSprop, on a eta fois, on a ce coefficient-là ici, qui était le même coefficient que Adagrad d'ailleurs. Le coefficient qui est ici. Ça, c'est le dénominateur augmente quand le gradient augmente et décroît quand le gradient décroît, afin d'avoir un taux d'apprentissage qui est dynamique. Donc, c'est un mélange entre les deux. La version complète de Adam, quand on regarde du code informatique, c'est exactement, si je reviens en arrière, c'est exactement ça ici. On calcule le gradient, on met à jour V et M, et ensuite, on met à jour les paramètres W. Donc, on calcule le gradient,
on met à jour V et M, on met à jour les W. Par contre, il y a ici une ligne qui en général est rajoutée. Pourquoi c'est rajouté? Ben, en fait, c'est qu'au début, V et M sont initialisés à 0. Et si V et M sont initialisés à 0, ça va donner un terme ici qui est à peu près égal à 0. Donc, ça veut dire qu'au début des premières itérations d'entraînement, l'algorithme a de la difficulté à décoller. Donc, pour l'aider à décoller, il y en a qui appellent ça un warm start, on rajoute ces lignes-là ici, ces deux lignes-là. Alors, c'est quoi? C'est V de t divisé par... Alors, prenons ça ici. Vt plus 1 égale à V de t plus 1 divisé par 1 moins... Alors, c'est bêta 1, c'est 0.9. 0.9 exposant t. Alors, au début, à la première itération, t égale à 1. Et si t égale à 1, ben j'ai 1 moins 0.9, ok, à t égale à 1, la première itération, j'ai v de t plus 1 égale à v de t plus 1 divisé par 1 moins 0.9 divisé par 0.1. Donc, ça veut dire qu'à la première itération, je prends la valeur de v de t plus 1, puis je le multiplie par 10. Donc, la valeur de t à la première itération qui serait très faible, puisque ça, à t égale à ça ici, là, c'est 0 au début. Puis 1 moins alpha, en général, c'est alpha, c'est de l'ordre de 0.9, ça ferait 0.1. 0.1 fois un gradient, donc v de t plus 1, au début, serait une valeur très faible. Donc, une valeur très faible divisée par 0.1, ben, ça revient à presque multiplier, non, pas presque, ça revient à multiplier par 10. Et puis, m de t plus 1, ben, quand t égale à 1, on a m de t plus 1 égale à m de t plus 1 divisé par 1 plus 0.99, 0.99 exposant 1, exposant t. Et quand t égale à 1, ça devient égal à 1. Pardon, j'ai fait. 1 moins 0.99. 1 moins 0.99, ça devient 0.01. Donc, la m de t plus 1 est littéralement multipliée par 100 au début. Par contre, lorsque t égale à 10, par exemple, ben là, on aurait v de t plus 1 égale à v de t plus 1 divisé par 1 moins 0.9 exposant 10, puis 0.9 exposant 10, ça tend ici vers 0. Donc, on aurait v de t plus 1 en gros divisé par 1. Fait que c'est ce critère-là ici, le dénominateur qui est là et le dénominateur qui est ici, est très faible dans les 2, 3, 4 premières itérations pour éventuellement converger vers 1 très rapidement. Ça, c'est juste pour faire ce qu'on appelle un warm start pour Adam. Donc, c'est à peu près ça pour les différentes méthodes. Il y en a plusieurs autres. Nesterov en étant une, Ada Delta en étant une autre. Enfin, il y en a plusieurs. Je vous recommande plusieurs sites web qui en parlent. Probablement le plus complet est le suivant. Je vous recommande également le site web Distill où vous pouvez en temps réel jouer avec les paramètres du momentum. Sur ce, ça met fin à ce chapitre.